Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV Bruit pour cette nouvelle émission. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, TV Bruit, on est une web télévision associative et participative toulousaine. Et depuis le début de la campagne municipale, on a décidé de ne pas donner la parole aux candidats et aux candidates, mais plutôt de la donner aux habitants, aux habitantes, aux collectifs et aux associations qui font que Toulouse est ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment heureux d'être là pour enregistrer une émission à La Chapelle et pour essayer d'identifier ce que peut faire la mairie en fonction de 3 grandes thématiques. Is, je te laisse présenter. Ouais, donc en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de thématiques évidemment dans une campagne municipale. On a fait le choix d'en traiter 3 ce soir. On est à La Chapelle, donc la question de l'autogestion elle se pose évidemment. Ce sera la question de la problématique de notre premier plateau. La deuxième question ce sera celle de la culture, de l'inclusion et celle d'une culture qui est peut-être invisibilisée, parfois même interdite. RIP Mixart Toulouse et tout ce que ça pouvait porter. Et puis enfin le 3e plateau sur l'environnement parce que quand même il y a une vraie question à Toulouse Ville du Sud. De toute façon il y a une vraie question point à la ligne. Et la question de l'environnement sera traitée donc dans une 3e partie. Voilà. Et pour cette première partie du coup on accueille Eugénie qui a été longtemps militante à la base. Bonjour Eugénie. Bonjour. Et on accueille aussi Aurel qui fait partie du collectif de La Chapelle. Bonsoir. Et on accueille Corinne qui s'est longtemps investie à la maison de quartier de Bagatelle. Bonjour. Et pour commencer, Aurel, j'aimerais te poser une question. On est vraiment ravis d'être là à La Chapelle pour commencer cette émission-là. La Chapelle, c'est un lieu collectif, autogéré, associatif, culturel et politique. En plus d'accueillir une AMAP, la librairie du kiosque, c'est aussi la base des 2 associations, donc l'Atelier Idéal et la Dérive Jubilatoire, si je ne me trompe pas. Alors La Chapelle, c'est un lieu autogéré depuis 30 ans. D'abord qui a ouvert en squat et puis qui a été légalisé par la suite avec un bail amphithéotique. La Chapelle, c'est avant tout un lieu collectif. C'est un lieu qui accueille plusieurs associations de manière régulière et permanente. Donc il y a l'association du kiosque qui se réunit à La Chapelle. Il y a également l'association La Dérive Jubilatoire qui propose des rencontres et des débats autour de thématiques d'actualité. Puis il y a également l'Atelier Idéal qui s'occupe de tout ce qui concerne la gestion, l'autogestion sur des chantiers participatifs, mais aussi l'accueil de l'étude de nouvelles demandes d'associations ou de collectifs extérieurs pour utiliser le lieu. Et puisqu'on parle d'autogestion, concrètement, comment ça marche l'autogestion chez vous? Comment vous vous organisez entre tous ces collectifs, toutes ces assos pour gérer ce lieu qu'est La Chapelle? Alors on a pensé notre organisation interne sur une notion d'usage de propriété collective, c'est-à-dire qu'en fait, on a pensé le lieu en séparant la propriété de l'usage. Et donc on a créé ce qu'on appelle la collégiale de La Chapelle, qui réunit un intercollectif, notamment avec le collectif de la Relâche, l'association l'Atelier Idéal, l'association qui gère le kiosque et la Dérive Jubilatoire. Et donc on va décider tous ensemble de comment des projets qu'on a envie de mener sur le lieu, de l'utilisation des espaces collectifs, de la manière dont on cohabite tous ensemble. Les décisions, elles se prennent au consensus. On a des réunions, donc là on est en train de mettre en place des réunions, on essaye de trouver la régularité qui nous convient le mieux. Et puis il y a également, comme toute association, des AG. Alors il y a au moins une AG annuelle, mais ça peut être beaucoup plus. Là, vu l'actualité du lieu, on se voit beaucoup plus souvent, on en parlera tout à l'heure. Mais l'AG réunit en plus ce qu'on appelle le cercle élargi, c'est-à-dire des sympathisants et des sympathisantes du lieu qui ne sont pas dans les usages, mais qui ont un intérêt à défendre le lieu et qui prennent part aux décisions stratégiques. Oui, merci Aurel. Et je rebondis sur toi, Eugénie. Tu es militante à la base. Donc la base, c'est un acronyme pour base d'action sociale et écologique, qui il y a peu avait un lieu avenue de l'Espinay.
et qui réunissait donc plusieurs collectifs. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a eu jusqu'à une quinzaine de collectifs. On parlera de où on en est aujourd'hui, mais j'ai envie de rebondir sur cette question d'autogestion. La base, c'était à la fois une base arrière des luttes, mais c'était aussi une visibilisation de ce militantisme et de ces luttes-là. C'était aussi un lieu d'expérimentation. Comment est-ce que vous vous organisiez, vous, en termes d'autogestion ? Oui, alors nous, on avait un terme, on peut nous cataloguer dans la gouvernance partagée. On est légalement une association, donc on avait besoin d'avoir des représentants légaux. Donc nos représentants légaux, on en a 4 pour une année. Et c'est l'équivalent de ce qui est un bureau dans une association classique avec une personne présidente, une personne trésorière, vice-présidente, enfin le classique. Et du coup, légalement, on n'avait pas le choix que de souscrire à cette contrainte. Donc on a ces personnes-là, mais qui n'ont aucun de pouvoir supplémentaire ou droit de décision particulier. C'est juste un titre formel pour souscrire au cadre. Et ensuite, on a notre mode de décision, nos façons de prendre des décisions. C'est le seul endroit où on prend des décisions, c'est pendant nos plénières qui sont une fois par mois. On appelle ça des POM. On aime bien les acronymes à la base. Donc, c'est nos plénières d'organisation mensuelles. Voilà, et donc les personnes qui viennent à cette POM sont des personnes dites membres actives, où on demande, il y a des conditions, en fait il faut que ce soit des personnes qui soient à l'aise avec le lieu, qui le connaissent bien. Pour que le lieu tourne, il faut que ce soit on a besoin que ce soit des personnes qui soient membres de GT, de groupes de travaux, qui permettent aussi de faire tourner le lieu. On était un lieu avec un jardin, des arbres magnifiques, une grosse surface de maison, donc qui demandait beaucoup d'entretien. Donc on avait plusieurs groupes de travail satellites autour de cette plénière d'organisation mensuelle, la POM, tous les mois. Dans ces groupes de travail, on avait du coup un autre statut qui s'appelait bénévole et qui étaient des personnes qui n'avaient pas d'enjeux ou de responsabilité, qui pouvaient venir partir comme elles voulaient sur des missions ponctuelles. Et si elles le souhaitaient, pouvaient devenir membres actifs pour pouvoir prendre les décisions. Mais on avait essayé de référencer pour que ce soit assez clair de qui peut faire quoi, parce qu'on pouvait des fois un peu s'y perdre. Et on a comme une asso, une AG, alors que nous on appelle l'AB pour l'assemblée de la base, qui avait lieu tous les ans comme une asso classique. Et et peut-être juste sur les décisions, ça fait un petit peu écho du coup avec la chapelle, parce qu'on avait ce même fonctionnement de fonctionner avec des décisions prises au consensus. Et ça n'allait pas au consentement, enfin voilà. Et donc notre façon de fonctionner dans la gouvernance partagée va avec la facilitation pendant les réunions et des grandes, je dirais une culture et attention au rapport de pouvoir aussi. Enfin, voilà, on avait tout un narratif particulier propre, je pense, à vos espaces de gouvernance partagée. Oui, avec des règles peut-être assez rigoureuses en termes justement de la parole et de prendre la parole et des discussions et dans les réunions, non ? Oui, tout à fait. Il y a 2 façons de réagir à nos réunions. Il y a soit « Oh waouh, j'adore, c'est super efficace », soit « Oh là là, mais qui sont ces gens ? C'est insupportable, je ne peux pas en placer une quand je veux ». On a eu les 2 modes de réaction du coup dans le lieu. Moi, je suis plutôt du type « Oh là là, c'est super efficace, trop bien ». C'est un enjeu aussi, ça, peut-être qu'on en parlera au fur et à mesure de la discussion, mais de comment on s'adapte et comment on rend l'espace, même s'il y a des enjeux si on dit 1h30, on reste sur 1h30, il y a des enjeux de respect du temps, d'efficacité, mais aussi de comment on respecte toutes les personnes et leur fonctionnement. Et que tout le monde puisse s'exprimer librement. Ouais. Peut-être avant d'aller plus loin, Corinne, pour finir le tour de présentation, je me tourne vers toi. Comme je le disais en introduction, tu as longtemps été investi dans la maison de quartier de Bagatelle. Quand on entend le mot maison de quartier, on projette tout de suite une maison de quartier de la ville, un bâtiment qui est géré par la mairie, avec des salariés mairie dedans, qui organisent plein de choses, qui c'est très bien. Mais la maison de quartier de Bagatelle, c'est un peu particulier, c'est très différent. Est-ce que tu peux nous raconter en quoi elle est différente, cette maison de quartier-là ? La maison de quartier de Bagatelle, c'est avant tout une maison des habitants. Et son histoire a commencé en 1973 et il y a même un prologue dès 1968 et c'est en fait le préfabriqué qui avait été utilisé par les ouvriers qui ont conçu fabriquer le quartier de Bagatelle et qui, une fois le quartier terminé, devait revenir au promoteur immobilier et il y a eu une vraie mobilisation des habitants pour récupérer cet espace.
ce qui s'est passé. Ça ne s'est pas fait sans... Voilà, il a fallu se mobiliser. C'était une lutte, quoi. Je n'étais pas là à cette époque-là. Je suis la doyenne ici, mais je ne suis pas si vieille que ça. Je suis née en 68, justement. Et elle a 53 ans d'histoire en tant qu'association, c'est-à-dire à partir de 73, ça devient une association. Parce que même chose que pour la base, même chose, j'imagine... Pour la chapelle, toujours la nécessité de formaliser à travers des statuts associatifs, etc. Et c'est une maison, en fait, c'est la maison des habitants, pour les habitants, par les habitants. Donc, en gros, les habitants de Bagatelle ont fêté leur fête de naissance, ont fêté leur mariage, ont fêté leur décès dans cette maison depuis maintenant 53 ans. Et ils fonctionnent sur un système associatif, sur un fonctionnement associatif. Et nous n'avons aucun comment on appelle ça, salarié. C'est un principe de la maison de quartier. L'idée étant qu'on veut garder notre liberté, on va dire, je ne sais pas, éditoriale, enfin en tout cas dans les choix de ce qu'on veut y proposer. Et cette liberté, elle passe par une organisation. Ça marche comment ? Ça marche comment la prise de décision ? Qu'est-ce que vous allez y faire ? Comment c'est organisé ? Comment c'est réparti ? Qui peut faire quoi à quel moment ? Ça marche comment concrètement ? La mairie a la main sur quelque chose, sur rien ? Comment ça marche ? Alors, c'est autogéré, mais il faut bien dire une chose, c'est que le bâtiment appartient à la mairie. Donc on est conventionné avec la mairie, donc on a un certain nombre d'obligations. Mais on a aussi une véritable liberté de fonctionnement. La maison de quartier fonctionne un peu comme la chapelle, puisqu'en fait, nos adhérents sont des associations d'une part qui ont accès à la maison de quartier toute la semaine, et le week-end, c'est pour les familles, les fêtes. Voilà, donc les projets se font à la proposition, c'est des propositions de nos adhérents, c'est-à-dire associations ou habitants qui sont membres en tant que tels, en tant qu'habitants. Et on fonctionne avec des assemblées générales et effectivement un bureau. Enfin, c'est rien de très classique de ce point de vue-là. Et le cœur de l'autogestion, en fait, chez nous, c'est simple. Comme c'est un énorme bâtiment municipal depuis 2015, avant c'était un bâtiment de chantier, mais depuis 2015, la mairie a construit un bâtiment, a essayé de nous le piquer au passage quand Moudinque est arrivé. Mais on a réussi à se mobiliser, enfin tout le quartier s'est mobilisé, les associations sont mobilisées pour garder en gestion associative autogérée. Et nous, le cœur, en fait, je dirais, de l'autogestion à la maison de quartier, c'est le ménage et les chantiers de réparation. Parce que comme vous, on a un lieu à gérer avant tout, dans lequel les usagers et les usagers de la maison de quartier, qui sont les assos ou les habitants, proposent des choses. Oui, on sent que cette question de gérer le lieu, elle est importante. Ceci dit, pour entrer dans l'actualité aussi, depuis quelques années, tu disais qu'en 2015, la mairie déjà avait eu des velléités pour récupérer le lieu et que finalement, il n'a pas été donné non plus. Il a fallu s'en emparer de ce lieu-là, le vouloir. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une volonté de la part de la mairie de véritablement mettre la main sur cette maison de quartier un petit peu exceptionnelle, et de quelle manière ça s'est réalisé? C'est clair, mais je vais juste rétablir quand même quelque chose. La maison de quartier, en tant qu'association pour la gestion de cette maison, il y a eu au moins 4 ou 5 mobilisations à chaque fois, avec la volonté de la mairie de mettre la main sur sa gestion. Tu veux dire quelle que soit la mairie? Voilà, non, quand même, il faut qu'on soit honnête. En 2015, la municipalité, il faut le dire, Cohen, eux ont mis à disposition ce nouvel établissement. Et on n'a pas eu de souci de ce point de vue-là, il faut bien le dire. Bon. Les problèmes sérieux qui ont commencé, c'est effectivement avec la municipalité Moudinque. Et les choses sont montées en puissance de façon vraiment très importante à partir de 2022-2023, et notamment comme on fait beaucoup d'éducation populaire dans cette maison de quartier, qu'il y a beaucoup de débats d'actualité, enfin beaucoup, il y en a quelques-uns. La question de la Palestine, qui dans le quartier est centrale de fait en termes de préoccupation, a raidi sérieusement la municipalité.
Et en fait, on a eu à plusieurs reprises des coups de pression, on ne peut pas appeler ça autrement, des coups de pression très sérieuses. Tu peux nous dire précisément lesquels ? Comment ça s'est passé ? Alors, il y a eu plusieurs fois, mais en gros, il y a eu la première fois où ça a été vraiment sérieux, quand on a organisé un débat avec une Palestinienne qui était considérée par la mairie comme une personne non grata, et par le gouvernement, pareil d'ailleurs. Mais ils nous ont demandé de ne pas inviter cette personne. Or, ce n'était pas nous qui l'invitions en tant que maison de quartier, c'était une association, membre de la maison de quartier, et notamment avec Amnesty International, les Amis de Jalboun et d'autres collectifs. Ça fait écho d'ailleurs à cette exposition de Médecins sans frontières sur Gaza qui a été que M. Moudinque a censurée. Ah mais clairement, et du coup on a eu un vrai coup de pression. Nous on a juste dit nous ne sommes pas les organisateurs, nous ne voyons pas de problème à accueillir cette personne puisque la préfecture ne nous a pas interdit, le Conseil d'État ne s'est pas opposé à ce qu'elle vienne, etc., etc. Mais bon, finalement, les associations ont reculé et il n'y a pas eu le débat. Et le deuxième coup de pression, ça a été au moment des 50 ans de la maison de quartier, où on a invité le chanteur Médine, parce que c'était les 50 ans, c'est la première fois qu'on faisait un énorme événement. Et là, pareil, gros coup de pression, avec... où on ne nous a jamais dit que c'était parce que c'était le chanteur Médine, mais on a évoqué des problèmes de possibles problèmes de troubles à l'ordre public, du fait du monde qui allait venir, etc., etc. Et du coup, nous n'avons pas pu faire venir jouer Médine à ce moment-là. Il y a eu d'autres... Oui, tu nous parlais aussi de cette volonté peut-être de la mairie de savoir aussi quels étaient l'agenda Oui, ça a été encore un des... En fait, à partir de 2023, la mairie a exigé qu'on donne à l'avance le contenu des événements et des actions qu'il y avait dans la maison de quartier, c'est-à-dire toutes les initiatives prises par les associations membres, et on devait donner à l'avance les événements. Bon, outre le fait que ça n'était absolument pas possible, parce que c'est la souplesse d'un collectif d'habitants. On ne pouvait pas prévoir 3 mois à l'avance. Souvent, les gens demandaient 3 semaines avant, 15 jours avant. Donc, en fait, on n'a pas pu leur envoyer. Et ce n'est pas une salle municipale. Voilà. Et surtout, le plus grave, c'est qu'ils ont voulu participer au conseil d'administration de la maison de quartier, ce qui était complètement ahurissant. Donc, il y a eu une mise au point qui a été faite, une rencontre avec les élus et le cabinet de M. Moudinque. Et la maison de quartier a juste rappelé ce qu'il y avait dans la convention qui nous unissait à la mairie, et en disant que voilà, on n'était pas, que les élus n'avaient pas participé au conseil d'administration. D'accord. Voilà. Donc il y a une violence accrue. Oui, je te repasse la parole, Polo, pardon. Cette fois, c'est moi qui suis un peu long. J'en profite, Aurel, ça me fait rebondir sur la chapelle. Ces coups de pression de la mairie qui essayent de s'imposer dans des lieux. La chapelle, tu le racontais, après 25 ans de squat, en 2018, la mairie, elle rachète, elle signe un bail amphithéotique et elle nous fait une promesse de vente. Actuellement, ils viennent de revenir sur cette promesse de vente. Est-ce que tu peux nous raconter, selon toi, qu'est-ce qui est en jeu là ? Pourquoi ils font ça ? C'est quoi qui les pousse à revenir comme ça sur cette promesse et à vous mettre des coups de pression ? Nous, notre lecture de tout ce qui se passe, elle s'inscrit dans un contexte plus global aussi de répression de certains sujets. Il y a certains sujets qui sont légitimes à être débattus dans des lieux publics et d'autres considérés comme moins légitimes. Un peu comme ce que disait Corinne avec le débat sur la Palestine, par exemple. Tout à fait. Donc la Palestine est un des sujets, et nous concernant, ça a été le sujet relatif à la question de débattre autour des questions des violences policières notamment. Et on sent bien que l'institution de la police devient compliquée à questionner, à être débattue. Et ça a généré une interdiction, c'est la première fois dans l'histoire de ce lieu qu'on a une interdiction de la mairie sur un événement qui est programmé. Donc pour rappel, cet événement il était organisé par le collectif Secours Rouge
autour des questions des violences policières, du racisme d'État. Et donc c'était organisé le jour du 13 décembre, qui était une date symbolique. Et donc ça a généré tout un débat médiatique sur principalement les médias Bolloré, CNews et Europe 1. Et c'est venu juste légitimer le fait que le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, pose un arrêté municipal pour stopper l'événement que nous avons reçu à 18h30 alors même que l'événement était commencé depuis 13h12. Symboliquement, on a reçu l'arrêté municipal au moment où la sociologue Gwenola Ricordo venait parler de son bouquin sur les violences policières et notamment de sa théorie sur l'abolition de la police. Et donc ça dit quelque chose du pouvoir médiatique, du réseau Bolloré sur des sujets qui sont légitimes à être discutés ou non, et de comment les politiques peuvent s'en servir pour justifier une interdiction au dernier moment, et que cette justification légitime le fait que la mairie, que la collectivité qui s'est engagée en 2018 puisse remettre en question son engagement concernant la cession du lieu à l'association, au motif que discuter et débattre autour des questions des violences policières ne serait pas jugé d'intérêt général. Mais donc en gros, est-ce que tu penses qu'on assiste là à un pouvoir politique qui ne supporte plus qu'il existe au sein de la ville ou de la métropole des lieux ou des collectifs qui ne pensent pas comme elle, en fait, quoi, tout simplement, politiquement parlant? Alors moi, j'ai presque envie aussi de rebondir sur le dernier rapport de la LDH sur les libertés associatives à Toulouse, qui quand même ce rapport met en avant une organisation systémique sur Toulouse par rapport aux défauts de liberté associative, et donc de mainmise de la mairie sur qu'est-ce qui est légitime à être accueilli dans des salles municipales, les sujets qui sont légitimes à être débattus dans des salles municipales, les événements qui sont légitimes à être tenus dans la ville ou non. Et donc, on peut se poser la question quand même de comment, politiquement, la mairie actuelle définit la démocratie, la contradiction. Le débat. En tout cas, ça pose question. C'est clair. Oui, on abordera d'ailleurs cette question de la bataille culturelle, qui est une bataille politique dans le prochain plateau. Mais Eugénie, je voulais revenir vers toi aussi sur cette question des difficultés. Alors là, les difficultés, elles sont clairement frontales, hein, elles mettent en danger le lieu. Vous, le lieu, vous avez dû en partir, pas tout à fait pour les mêmes raisons, mais il y a peut-être des soupçons aussi. Je te laisse en parler. Oui, alors on a beaucoup de théories. Rien n'est certain pour le moment. Ce qu'on sait, c'est que en tout cas, c'est un arrêt le bail a été arrêté par le propriétaire. On n'a pas eu d'échange avec lui. Ce qu'on sait, c'est que le terrain d'à côté appartient à la mairie et qu'il en cède une partie pour un promoteur immobilier, et il en garde un petit bout pour faire un parc, mais un bout vraiment vraiment très petit. Donc s'il veut appeler ça un parc, il va avoir besoin d'un peu plus de terrain, et il y aurait des rumeurs de préemption par la mairie d'une partie du terrain du lieu de l'ancien lieu de la base. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que le promoteur, il va se passer un truc avec le promoteur du terrain d'à côté qui va récupérer une partie, et ce qui restera va partir à la mairie. Enfin, on pense qu'il y a un arrangement comme ça. En tout cas, on n'a pas assez d'éléments pour avoir un avis tranché, mais c'est sûr que d'ailleurs il y a un élu d'opposition municipale qui l'avait dit en conseil municipal, de dire mais en fait si justement on veut faire un parc et qu'il y a cette maison qui est là, en plus qui est une très vieille maison magnifique, et qu'on fait un parc, est-ce qu'on se doit pas de mettre à disposition cette maison aux associations et de continuer peut-être comme ce qui a été fait. Ça avait été posé en conseil municipal, et bon, évidemment c'est resté pas d'adhésion à l'idée. Mais il y a aussi, alors il y a effectivement ce bail qui s'arrête, mais je crois que vous êtes beaucoup questionné quand je disais que ça avait été un lieu d'expérimentation. Il y a eu beaucoup de questionnements à la base, hein, c'était vraiment un lieu très particulier pour ça. Et il y a eu beaucoup de questions qui n'ont pas forcément toutes été réglées. C'est ce que tu me disais quand on préparait l'émission. La question de la radicalité aussi. Où on se place par rapport à la radicalité, la question de l'illégalité versus la légitimité. Et ça, ce questionnement-là, est-ce que tu penses que ça a influé à un moment donné sur
sur les positions de la base et quelles positions elles ont été défendues. Tu me disais, on est entre les halles de la transition et une ZAD, quoi. Vous étiez où ? Mais je pense qu'on l'a eu pas pour mettre un stop du côté de la radicalité, mais pour mettre un stop du côté de d'autres approches, d'autres formes d'action, excuse-moi. Et on a eu des questions, par exemple, quand on a eu des collectifs qui ont voulu nous rejoindre en étant subventionnés par la mairie directement. Qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce qu'on se dit de ça ? Au final, on a accepté. Là, il s'agissait de Nomadoc qui a des liens avec la mairie, des financements. Voilà, ça qui me vient là. Mais du coup, c'est parfait parce que c'est la transition que je voulais faire. Je voulais avoir un peu votre avis à toutes les trois. Dans cette indépendance, dans cette autogestion, il y a une question qui revient comme un serpent de mer, justement, dans tous les collectifs depuis toujours, j'ai l'impression. C'est, pour caricaturer, sub ou pas sub. Et est-ce qu'on peut vraiment être indépendant quand on a des subventions ou est-ce que c'est complètement impossible ? Est-ce qu'il faudrait totalement s'en passer ? Je sais que les collectifs ont des points de vue par rapport à ça. Par exemple, on en parlait, Corinne, la subvention, actuellement, c'est un peu technique, mais c'est important. Aujourd'hui, elle ne se fait que par appel à projet. Avant, il y avait une vraie volonté politique de la mairie de subventionner des assos au fonctionnement, sur le long terme, et de ne pas leur dire tu dois répondre à un appel à projet tous les ans, et si tu cadres plus et que tu ne me signes pas le contrat d'engagement républicain, et que blablabla, et que blablabli, tu n'auras pas de sub. Avant, c'était ok, on veut soutenir un monde associatif. Dans le quartier, on va investir de l'argent qui, soit dit en passant, c'est notre argent, qui repart dans des assos et qui en font ce qu'elles veulent. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Et pour autant, il y a quand même des gens qui restaient, même à cette époque-là, dans un truc de si on veut notre indépendance totale, il faut 0 sub. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aimerais bien qu'on puisse voir, que vous puissiez en discuter entre vous un peu. Juste un petit truc, quand on dit sub, il y a sub ou mise à disposition, de d'un lieu, local. voilà, ça peut être plus large. Ouais. En gros, voilà, l'argent public, quoi. Est-ce qu'on est dans la vie réelle ou est-ce qu'on rêve ? Allez, commence par la vie réelle. Parlons de la vie réelle. Nous, par exemple, à La Chapelle, on a toujours refusé les subventions. On revendique une autonomie et une indépendance par rapport au pouvoir institutionnel et parce que ce lieu il s'est construit aussi d'abord en squat sur une dynamique collective qui perdure encore aujourd'hui, hein, même si le statut a changé. Mais ce qui nous a valu d'obtenir ce bail amphithéotique et avec cette option de rachat du lieu, c'est avant tout parce qu'on ne demandait pas d'argent à la mairie. Et que, en fait, nous, on revendique le fait de faire des chantiers participatifs, le fait que personne n'est rémunéré sur ce lieu et le fait que politiquement, ça s'est construit comme ça et qu'on a envie de le maintenir. Ça ne veut pas dire qu'on va juger les autres assos qui bénéficient de subventions, mais en tout cas, pour La Chapelle, c'est important de rester, et c'est d'ailleurs dans nos statuts, de ne pas demander de subventions. Je crois que c'est un peu le cas aussi de la maison de quartier de Bagatelle ou pas ? Oui, voilà, avec la limite du lieu. Après, c'est vrai que pendant des années, jusqu'en 2015, la maison de quartier, c'était un préfat de chantier. Hein, donc voilà, il y avait beaucoup moins d'enjeux. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un gros équipement. Moi, je suis atterrée parce que c'est pas que la question de la maison de quartier de Bagatelle. Dans le quartier de Bagatelle, toutes les associations sont en souffrance. Et moi, je ne vais pas leur lancer la pierre. Nous, c'est vrai qu'on ne demande pas de subvention. Enfin, nous, je ne suis plus au CA, hein, je vous l'ai déjà dit. C'est vrai que pour clarifier, voilà. Mais j'ai encore du mal à parler autrement. Mais la maison de quartier ne demande pas de subvention, certes. Mais pour autant, je ne vais pas jeter la pierre à des associations qui font un boulot extraordinaire, que ce soit les centres sociaux, qui ont pris vraiment des risques, qui ont fait des choses qui n'allait pas tout à fait dans le sens de ce qu'attendait Moudinque, enfin l'équipe de Moudinque, ça c'est sûr, et énormément de choses très intéressantes pour le quartier. Je ne suis pas sûre que ce soit tant la question des subventions, la question de pas subvention. L'idée, moi, c'est surtout ça, l'appel à projet. Je trouve que c'est une horreur ce truc, parce qu'en fait, ça enlève toute créativité, ça enlève toute... ça dessèche le tissu associatif parce qu'en fait, les associations deviennent une délégation de services publics. Ils pètent d'un côté les services publics. Il se trouve que je suis fonctionnaire territorial
d'un côté, ils massacrent les services publics qui ne font plus le boulot qu'ils doivent faire, enfin, qu'on ne peut plus apporter ce qu'on devrait apporter aux populations et notamment les plus fragiles. Et de l'autre côté, ils refilent le bébé à des associations en les payant beaucoup moins. Et c'est ça le problème de fond, en fait. Les associations ne sont pas une délégation de service public. Les associations, c'est l'émanation des habitants qui ont des projets qui sont les leurs, et la mairie n'a rien à dire là-dedans. Évidemment, sous réserve que on fasse pas exploser Toulouse ou je ne sais quoi, évidemment, mais c'est ça le problème de fond, en fait. Eugénie, du coup, si on était dans la vie rêvée. Je m'étais préparée sur le réel. Moi, dans la vie rêvée, on est dans un système démocratique et pour moi, l'argent public doit servir à bonifier notre système, notre démocratie et donc pour toujours mieux et donc à permettre aux contre-pouvoirs de vivre, d'exister, d'observer, de critiquer. Ça a existé. Il y a eu un moment comme ça. Mais là, compliqué. Ouais. Une dernière relance. Moi, ce qui me questionne aussi, parce que là, on parle de l'influence de la sub en termes de domination d'une institution via la subvention. Puisqu'on parle d'autogestion, je pense qu'il y a une autre question qui est aussi importante, qui s'est discutée à TV Bruit d'ailleurs par exemple aussi, c'est la subvention qui va venir aussi influer les dynamiques à l'intérieur même du collectif, parce qu'elle instaure du salariat, parce qu'elle instaure des rapports payés à l'investissement dans un collectif, et sans même parler du rapport de domination à l'institution. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? C'est aussi une autre des discussions qui souvent revient dans les collectifs de est-ce qu'on prend une sub ou pas? Parce que justement, passer d'une association où tout est bénévole à une association où il y a du salariat, ou en tout cas des gens payés pour exécuter certaines actions, et c'est pas la même dynamique à l'intérieur d'un collectif. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous? Pour moi, ça vient questionner, surtout dans un collectif autogestionnaire, le rapport à l'institutionnalisation d'une forme d'organisation collective politique et de comment notamment le versement d'une subvention viendrait conditionner et influencer cette forme d'organisation politique. Et aussi, pour moi, le salariat, ça vient aussi insuffler une relation d'employeur qui n'était pas là avant. Et ça vient remettre aussi un cadre plus présent, plus juridique aussi dans les relations internes dans un collectif. Et donc, de facto, ça modifie le rapport qu'on a les uns avec les autres, entre ceux et celles qui sont payés, ceux et celles qui ne le sont pas, ceux et celles qui donnent du temps, la condition qu'on met au salariat pour donner du temps, comment se monnaie l'engagement dans une association qui a toujours fonctionné avec des personnes bénévoles et qui d'un coup passerait sur du salariat. Et ça vient questionner un peu ce rapport à l'institutionnalisation, de comment on l'utilise, de comment il nous sert ou pas, de quel sens on y met ou pas. Et je crois qu'à la Chapelle, ce qui est certain, c'est qu'on n'y sera jamais sur ces questions de salariat. Est-ce que Eugénie ou Corinne, vous avez envie de réagir rapidement? Après, il faudra qu'on conclue le plateau, malheureusement. Ouais, moi, j'avais bien envie de rajouter quelque chose quand même sur... déjà, je pense que ça ne s'apprête pas à chaque espace militant, à chaque collectif, peut-être en fonction de la structure, du but que souhaite atteindre le groupe. Des fois, ça s'y prête plus ou moins. Et je pense que ça parle aussi de la posture. Et moi, je découvre en ce moment d'autres façons de fonctionner dans les espaces militants. Et ça s'appelle le community organizing. Et ça va paraître un grand mot, mais c'est très évident. En fait, quand on en parle, c'est assez évident. Et c'est l'idée du par et pour des personnes concernées qui s'émancipent et qui se structurent. Et avec des personnes salariées, mais au service pour l'aspect très logistique en fait, et donc soutien et liant entre les personnes et laisser l'espace de stratégie et de faire et politique aux personnes qui se mobilisent mais qui sont du coup déchargées par des trucs fonctionnels un peu relous qui prennent beaucoup de temps en fait. Et du coup moi ça me pose la question juste sur peut-être des fois ça peut être intéressant avec une posture de au service en fait. C'est les salariés qui vont être au service de la vie là, qui se passe autour d'une lutte. Ouais, c'est intéressant. Corinne, je crois que tu voulais réagir. Oui, mais il y a le problème, nous, par exemple à la maison de quartier, je pense que le problème de fond était très très concret. Hein.
nous n'avions pas envie d'avoir un rapport employeur-salarié avec d'aucune manière, surtout dans le contexte actuel, c'est-à-dire dans un cocktail c'est la misère pour les associations. Donc on sait très bien que vu que de toute façon l'argent, c'est très dur à obtenir, l'argent, les moyens d'agir sous forme pécuniaire, c'est très dur à obtenir. De fait, on va rentrer dans un rapport de pression par rapport aux salariés qu'on va embaucher. Bon, c'est compliqué à gérer, on n'en avait pas envie. Ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, je pense que c'est le conseil d'administration. C'est lui qui effectivement va, dans une association classique, on va dire, le conseil d'administration, c'est lui qui va porter les projets, décider in fine dans quel sens vont aller les choses. Mais effectivement, les salariés, en fait, on se rend compte que pour beaucoup d'associations, alors c'est pas le cas de la maison de quartier, en fait, finalement, on se rend compte qu'il y a plein de conseils d'administration qui ne s'impliquent plus au bout d'un moment. Et en fait, c'est les salariés qui prennent le relais, et qui prennent donc toute la pression de tout, en fait. Et ça, alors je ne sais pas comment surmonter cette situation, mais il y a un truc quand même, qu'il ne faut pas quand même trop être innocent. La difficulté du collectif, parce que j'ai été dans plein d'autres collectifs et j'adore la forme collective. Le problème du collectif, c'est le fait qu'elle dure dans le temps, qu'il dure ou pas dans le temps. Et bien sûr l'association aussi, mais ce formalisme permet davantage que les choses durent dans le temps, alors qu'un collectif, c'est souvent un moment fort, un moment où tout le monde va se balancer dans le projet pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, et puis ça s'essouffle. Et puis il n'y a plus personne. Alors qu'une association, ça va continuer quand même. Donc il y a les avantages et les inconvénients. J'aimerais bien qu'on puisse continuer, mais c'est vrai qu'on va devoir conclure. Paul, je te laisse la conclusion. Oui, on voulait rappeler quand même pour conclure ce plateau, tu en as parlé Aurel tout à l'heure, il y a la LDH qui a publié un rapport qui est vraiment très complet. D'ailleurs on en profitera pour faire un épisode de l'effeuillage, c'est une autre émission de TV Bruit, à propos de ce rapport qui décrit bien comment cette pression de la mairie, elle n'est pas ciblée, elle est vraiment systémique sur tout le monde associatif. On vous invite à aller le lire. On ne pouvait pas finir ce plateau, on l'a évoqué rapidement, mais sans reparler de la fin de Mixart Myris, qui était un autre lieu autogéré, culturel et politique, dont TV Bruit faisait partie et a toujours fait partie, qui a disparu juste après le Covid sous les coups de boutoir de la mairie. Myris c'était un lieu politique, c'était aussi un lieu culturel, et ça me permet de faire la transition vers la seconde partie de cette émission où on va parler de culture. Merci à vous trois d'avoir été présentes pour parler de tout ça, même si on aurait pu en parler pendant des heures. Aurel, on va te revoir, et Eugénie, tu restes sur le plateau culturel. Corinne, merci beaucoup. Aurel et Eugénie, et on va installer les nouveaux invités, les nouvelles invitées. Merci.